Retrouvez Smart Patrimoine avec Live Invest, le rendez-vous 100% digital dédié aux épargnants. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, à présent une quinzaine de minutes à peu près où on va évoquer toutes les questions qu'il faut se poser lorsque l'on ouvre son contrat d'assurance vie, mais potentiellement aussi tout au long de sa vie. On va donc du coup se poser un certain nombre de questions ensemble pour en parler. J'ai le plaisir de recevoir Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Bonjour Marion Dewagener. Et j'ai également le plaisir de recevoir Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance. Bonjour, bienvenue à tous les deux. Bon, le thème est assez vaste et en même temps assez clair. Assurance vie, que regarder à l'ouverture? On peut peut-être refaire un tout petit point de définition avec vous, Marion Dewagener, pour commencer. Pourquoi est-ce qu'on ouvre un contrat d'assurance vie? À quel moment à quel moment on y pense et pourquoi on ouvre un contrat d'assurance vie? Alors, l'assurance vie, c'est vraiment le couteau suisse de l'épargne. D'accord. C'est vrai que voilà, pour un certain nombre d'épargnants, l'assurance vie, ça peut apparaître comme quelque chose où il faut avoir un certain montant à investir. C'est pas du tout vrai. En fait, selon le type de distributeur, c'est vraiment accessible à tous. Et la particularité, c'est que c'est une enveloppe fiscale qu'on peut utiliser, en fait, que ce soit pour constituer un capital, pour préparer sa retraite, pour anticiper une succession. Et donc, c'est quelque chose qui bénéficie d'une fiscalité favorable, tant, alors c'est les termes techniques, bien mais sûr, en cas de vie qu'en cas de décès. Oui, bien sûr, parce que ça s'appelle assurance vie. Dans assurance vie, il y a quand même cette idée au départ de bénéficiaires qui toucheraient en fait cette enveloppe dans laquelle j'aurais laissé quand même une partie de mon épargne. Exactement, et c'est vraiment la spécificité de l'assurance vie par rapport à une épargne classique. C'est que quand on ouvre un contrat d'assurance vie, on désigne en fait des bénéficiaires qui... Systématiquement. Alors sinon, par défaut, ce sont les héritiers, mais dans ces cas-là, on ne bénéficie pas de l'avantage fiscal de l'assurance vie, puisque quand on désigne des bénéficiaires, ça sort de l'actif successoral, et donc il y a des conditions plus favorables en termes d'abattement et de fiscalité en cas de succession, et notamment jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire, on est hors fiscalité, en dehors des prélèvements sociaux. Alors on reviendra sur les bénéficiaires. Malcolm Vincent, ce contrat d'assurance vie, on a l'impression qu'il est quand même bien connu des Français. Après on va voir dans le détail si tout est aussi bien connu. Vous, quand on vient vous voir chez Astoria Finance, c'est quoi? C'est un des premiers placements qu'on vous demande? C'est vous qui le proposez ou vous vous rendez compte qu'il y a encore un peu de pédagogie à faire dessus? Alors il y a toujours de la pédagogie à faire dessus. Clairement c'est un des placements phares en France, l'assurance vie, et c'est un des placements qu'on recommande le plus. D'accord. Ah oui, donc en fait c'est un de ceux qui est favorisé par les Français, mais c'est un de ceux que vous recommandez le plus également aujourd'hui. Pourquoi c'est celui que vous recommandez le plus? Parce que c'est celui qui correspond aujourd'hui à le plus grand nombre de cas. Il faut savoir que quand un client vient vous voir, on fait une approche globale. Donc on va lui poser un certain nombre de questions, vraiment le passer, on va dire, au microscope pour comprendre quels sont ses besoins. Et le produit aujourd'hui qui répond le plus à la majorité des besoins, c'est le contrat d'assurance vie. C'est le contrat d'assurance vie. Alors pourquoi il correspond le plus à la majorité des besoins? Parce qu'on peut l'investir sur... Parce que comme disait Marion, c'est un produit qui est très souple, avec lequel on peut investir, on peut faire des versements programmés dès 100-150 € par mois. On peut l'ouvrir avec une somme qui est modeste à l'entrée. Donc c'est vraiment le contrat qui est le plus adapté au plus grand nombre de prospects. Et alors, si je commence par ça, donc je viens vous voir, Malcolm Vincent, et je veux ouvrir mon contrat d'assurance vie, j'imagine que vous vérifiez quand même mon profil de risque. C'est la première étape? Non, la première étape, c'est vraiment de faire une approche globale et de comprendre qui vous êtes, quel est votre patrimoine et quels sont vos objectifs. D'accord. Et après, on va définir un profil de risque. D'accord, donc ça, c'est la deuxième étape. Exactement. Et alors après, quand on va choisir un contrat d'assurance vie... Et vous pouvez me dire non, en fonction de votre profil de risque, on n'ouvre pas de contrat d'assurance vie ou quand même, globalement, ça correspond à tous les profils de risque? Parce que le profil de risque, il va définir l'allocation qu'on va mettre à l'intérieur de votre contrat d'assurance vie. D'accord, donc ça ne définit pas le fait d'aller ou pas sur un contrat d'assurance vie? Non, le profil de risque va permettre de déterminer quelle est la part de risque que vous êtes prêt à prendre en fonction de l'horizon de placement qu'on a défini ensemble. Et donc, c'est ce qui va définir l'allocation financière, donc quelle est la proportion d'unités de compte, par exemple, qu'on peut mettre, et au sein de cette proportion, quelle est la typologie des fonds qu'on va sélectionner. Et alors, quand on ouvre son contrat, on a parlé de bénéficiaires très rapidement avec Marion Dewagener, on commence par définir des bénéficiaires ou on commence par parler d'allocation sur son contrat d'assurance vie? Alors, il n'y a pas de... On commence et on fait traite, les deux. D'accord, ça fait partie des deux prérequis. D'accord. Parce que de toute façon, pour valider, pour souscrire un contrat d'assurance vie, il faut qu'on ait à la fois des bénéficiaires et à la fois une allocation. D'accord, il faut forcément les deux. Exactement. Pour que ça rentre dans la facilité de succession offerte par le contrat d'assurance vie. C'est bien ça, Marion Dewagener? Absolument.
Donc ça veut dire que concrètement, si je mets un bénéficiaire, donc là c'est ce que vous nous disiez, donc ça sort de l'actif successoral finalement, et si je n'en mets pas, ça re-rentre automatiquement dedans. Absolument. Et alors pour l'allocation maintenant, moi ce que je trouve assez fascinant, c'est que j'ai l'impression, en fait la question pourrait être sur quoi ne peut-on pas investir quand on est en assurance vie, Marion Nevelner? Je pense que le sujet c'est sur quoi on peut et on doit investir au regard de ce que disait Malcolm par rapport justement au profil de risque. D'accord. Alors historiquement, l'assurance vie en France, c'était essentiellement le fonds euro. Bien sûr. C'est-à-dire que la compagnie investissait pour le compte de ses assurés sur ce qu'on appelle le portefeuille général, et c'était essentiellement, et c'est encore essentiellement, oui, ça reste une énorme majorité pour le coup aujourd'hui. C'est une grosse majorité, mais nous on anticipe vraiment que ça va se transformer parce que le fonds euro est essentiellement investi dans des obligations et des obligations d'État. Bien sûr. Et dans le contexte de taux qu'on connaît aujourd'hui, on a des rendements qui tendent vers zéro. Et donc en fait, la promesse du fonds euro jusqu'à il y a quelques années, c'était un capital garanti, mais quand même un peu de rendement. Et aujourd'hui, il y a toujours cette idée de capital garanti puisqu'il y a une majorité d'obligations d'État, mais le rendement, par contre, lui, s'érode de plus en plus. Exactement. Le capital reste garanti sur le fonds euro, mais si on veut parler de performance, eh bien là, il faut aller investir aux côtés du fonds euro vers des unités de compte. Et là, c'est un univers extrêmement large, tant des actions, des obligations, que également des actifs liquides, que ce soit de l'immobilier, du private equity, de l'infrastructure. Et donc, en fonction justement de l'appétence au risque du client et de son horizon d'investissement, ça va permettre de définir quels sont les actifs et quelle est l'allocation qui correspond aux objectifs du client. Et alors, Malcolm, Vincent, vous faites comment, vous, pour choisir, du coup, déjà entre... Ça existe des contrats d'assurance vie non investis sur des fonds euros, ou ça reste quand même le premier réflexe? Non, alors dans l'assurance vie, comme disait Marion, il y a deux familles. Il y a le fonds en euros et les unités de compte. Là où le fonds euro est passé de 4% de rendement en 2013 en moyenne à 1,3 aujourd'hui, on voit bien que pour aller capter de la performance, il faut aller sur les unités de compte. Mais on met toujours du fonds euro quand même pour garantir une partie du capital? Alors, on met toujours non. Non, il y a des clients qui n'en veulent plus. Qui n'en veulent plus, d'accord. Qui disent moi 1,30%, ça ne me va pas, donc je suis prêt à aller à 100% en unité de compte. Et après, avec une allocation, quand on construit une allocation, on peut aller chercher une performance moyenne de 3-4%. On n'est pas obligé d'aller chercher du 15, du 20 ou du 25%. Donc plus on va chercher du rendement, plus on va chercher du risque. Donc, oui, il ne faut pas oublier ça, même dans un contrat d'assurance vie. Bien sûr. Parce que le contrat d'assurance vie, en fait, a quand même cette idée, vu qu'il était très investi sur les fonds en euros, qu'il était globalement sûr. Là, si on ne met pas de fonds en euros, il n'est pas moins risqué qu'autre chose. D'accord. Exactement. D'accord. Après, ce qu'il faut regarder, c'est quel contrat d'assurance vie. Parce qu'il y a des contrats d'assurance vie qui vont référencer, par exemple, 20 unités de compte. Et il y a des contrats d'assurance vie qui vont référencer 2000. D'accord. Donc plus on a un contrat d'assurance vie... ça dépend du contrat, donc de l'émetteur du contrat Exactement. d'assurance vie. On en parlera du coup. Et donc plus on a un contrat avec un panel d'unités de compte qui est important, plus on va pouvoir justement réaliser une allocation financière, donc un choix de nombre de fonds qui va être le plus en ligne avec votre profil de risque. Donc ce que vous nous dites entre les lignes, c'est qu'il vaut mieux aller vers des contrats d'assurance vie qui proposent un large choix d'investissement pour pouvoir diversifier au maximum ces investissements. Pour pouvoir diversifier tant à l'entrée, au moment de la souscription, mais aussi durant la vie du contrat, parce qu'une assurance vie en moyenne, c'est 12 ans. Et en 12 ans, il peut se passer beaucoup de choses. On peut avoir des crises économiques, des crises sanitaires, comme on vient de connaître. Donc il faut faire évoluer et adapter son allocation au moment de la souscription avec les évolutions macroéconomiques. Et alors, actions cotées, actions non cotées, SCPI, immobilier en direct, selon vous, il faut pouvoir investir dans tout? Il y a des choses que vous regardez plus que d'autres? Il y a des choses qui sont vraiment totalement adaptées à des investisseurs ou complètement inadaptées à certains autres investisseurs? Bien sûr. Alors, déjà, on voit que depuis quelques années, l'immobilier a pris une part de plus en plus importante dans l'allocation des contrats d'assurance vie. Donc ça vient quoi? Remplacer les fonds en euros parce qu'on se dit que c'est quand même plus sûr? C'est moins volatile, ça paraît plus sûr. Ça paraît plus sûr, mais on peut aussi, il n'y a pas de garantie en capital sur l'immobilier. Je pense que le private equity va prendre de plus en plus une part importante dans les contrats d'assurance vie pour à peu près les mêmes raisons. C'est un actif tangible sur lequel il y a une volatilité qui est plus faible. Maintenant, c'est aussi risqué. Et ça, ils le comprennent, les gens qui viennent vous voir, que le private equity, ça peut être parce qu'effectivement, il y a des rendements qui sont très intéressants. Ouais. Mais est-ce que l'activité est comprise forcément par les épargnants? C'est justement le rôle du conseiller en gestion de patrimoine, c'est de faire comprendre à son client et d'expliquer justement sur quelle classe il va être investi. Donc, est-ce qu'ils le comprennent? Oui, parce que c'est quelque chose aussi qui est facilement compréhensible, parce que ça reste quelque chose de tangible, et quand on fait investir dans des fonds de private equity, on peut dire souvent quels sont les sous-jacents qui sont en dessous.
Donc, oui, concrètement, et on peut comprendre concrètement quelle est l'activité de l'entreprise. Exactement. Marion Dewagener, du coup, il y a un point très intéressant qui a été mentionné par Malcolm Vincent, c'est qu'effectivement, il faut choisir le bon émetteur du contrat d'assurance vie. Vous partagez, du coup, vous, cet avis qu'il faut avoir le plus de possibilités d'investissement possible pour diversifier au maximum ensuite, pour laisser à l'expert en gestion de patrimonial la possibilité de diversifier au maximum, en fait, les investissements? Alors, je pense qu'il y a un point d'équilibre parce qu'effectivement, on a certains contrats d'assurance vie sur le marché qui sont extrêmement restreints en termes d'accès à un univers d'unité de compte, qui est finalement un univers d'investissement dans lequel on peut choisir. Donc là, effectivement, si on souhaite pouvoir bénéficier sur la durée de toutes les opportunités de marché, c'est pas forcément le bon choix. Après, avoir un contrat avec 2000 unités de compte, oui, est-ce qu'on va vraiment aller sur les 2000? Voilà, je pense que même en tant qu'expert de la gestion de patrimoine, c'est peut-être beaucoup. Et finalement, c'est vraiment l'équilibre d'avoir accès à toutes les classes d'actifs avec différents asset managers aujourd'hui. Et c'est vrai que nous, le conseil qu'on offre souvent à nos clients, c'est d'opter pour des clients qui ne sont pas avertis et qui ne sont pas à l'aise eux-mêmes à faire ce choix, parce qu'effectivement, on est dans un univers très large. Oui. C'est de pouvoir choisir de confier en fait la gestion à la compagnie d'assurance et d'opter par exemple pour de la gestion pilotée, qui permet que sur une base régulière, que ce soit mensuelle, que ce soit trimestrielle, que l'assureur, compte tenu de ses convictions sur les marchés, des opportunités, puisse faire les arbitrages pour le compte du client, ce qui permet au client de ne pas avoir à se soucier, de se dire je suis investi sur telle classe d'actifs. Là, on voit en ce moment en Chine, les choses ne vont pas très bien. Voilà, c'est rassurant de se dire tiens, les arbitrages vont être faits pour moi et je ne vais pas rester investi sur des choses qui vont perdre beaucoup d'argent. Alors après, c'est les marchés, on ne sait pas comment ça évolue, mais ça permet de confier à des experts qui ont une vision des marchés et des grandes tendances macroéconomiques. Et alors, justement, la gestion pilotée, on la connaît pour les marchés cotés. Ça vaut également dans la gestion d'un contrat d'assurance vie pour aller vers de la SCPI, de l'immobilier ou du private equity, ou ça reste vraiment focus marché coté? Alors, le principe de la gestion pilotée, c'est que le contrat et donc l'allocation est arbitré sur une base régulière. D'accord. Donc, du coup, ça n'a pas beaucoup de sens pour des actifs illiquides qui ont souvent en plus des droits d'entrée d'être arbitrés, puisque sur ces actifs, l'idée, c'est de rester dans la durée. Bien sûr. Donc, du coup, en fait, dans ces cas-là, ce qui peut être opté, c'est une partie du contrat en gestion pilotée et une partie qu'on dédie à ces classes d'actifs qui ont vocation à rester investis sur toute la durée du contrat. Alors, un autre sujet quand même assez régulier sur l'assurance vie, c'est la fiscalité. Donc, vous nous l'avez dit tout à l'heure, Marion Dewagener, c'est une enveloppe fiscale intéressante. Il est d'usage de penser à ces fameux 8 ans. Qu'il faut ouvrir son contrat d'assurance vie le plus tôt possible, parce qu'au bout de 8 ans, on pourra sortir en fait une partie de son capital à moindre frais. C'est effectivement quelque chose auquel il faut faire attention? Alors, de toute façon, quand on investit, ce n'est plutôt pour se projeter sur le long terme. Après, la règle des 8 ans, elle est vraie en termes de fiscalité. Mais l'argent n'est absolument pas bloqué pendant les 8 premières années. D'accord, donc ça reste liquide. Donc ça reste c'est important liquide. De le préciser. Et ça, c'est vrai que c'est quasiment une légende urbaine, on pourrait dire, puisqu'effectivement beaucoup de clients pensent que l'argent est bloqué pendant 8 ans, ce qui n'est pas le cas. C'est juste qu'il y a un avantage fiscal au bout des 8 ans qui est plus intéressant. En fait, au-delà de 8 ans, pour une personne seule, il y a de l'ordre de 4 600 € de produits. Donc les produits, c'est l'écart entre l'argent versé et la valeur du contrat qui sont hors fiscalité, sur lequel on est imposé que sur les prélèvements sociaux. Mais pendant les 8 premières années, depuis la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, on a encore une fiscalité qui reste favorable. Donc du coup, c'est pas du tout un souci. C'est cette fameuse date du 27 décembre 2017 où tous les versements antérieurs ont une fiscalité précise et tous les versements supérieurs ont une autre postérieurs ont une fiscalité, du coup, ce fameux prélèvement forfaitaire unique. Exactement. Et puis sur ces 8 premières années, du coup, si le client opte pour ce prélèvement forfaitaire unique, c'est un taux de 12,8% d'impôt, qui fait qu'avec les prélèvements sociaux, on est à 30%, tout compris de fiscalité, ce qui du coup reste un écart pas si grand par rapport à ce qui se passe après 8 ans. Alors, il nous reste une petite minute pour aborder un dernier point que beaucoup d'épargnants regardent, c'est les frais. Malcolm Vincent, comment vous abordez ce sujet avec vos clients? Alors, les frais, il y en a plusieurs dans un contrat d'assurance vie. Il y a les droits d'entrée, les frais de gestion, et après, il y a d'autres frais
durant la vie du contrat qui peuvent être par exemple des frais d'arbitrage. D'accord. Et nous, c'est quelque chose par exemple qu'on va regarder, c'est les frais d'arbitrage. Et on y pense dès le début quand on ouvre son contrat d'assurance vie, quand on est épargnant, à tout ce qui va arriver sur le reste de la vie du contrat? On n'y pense pas. D'accord. Et c'est justement un des rôles aussi, c'est de pouvoir expliquer aux clients quels sont les frais qu'il va subir durant toute la durée de vie de son contrat. Et notamment les frais d'arbitrage, pour moi, sont importants parce que si on veut justement faire évoluer la location au sein de son contrat, il ne faut pas que ça nous coûte trop cher à chaque fois. On ait des frais qui soient les plus faibles possibles, voire certains contrats aussi font des frais gratuits d'arbitrage. Et donc ça, c'est un point aussi important à regarder au moment de la souscription. Les droits d'entrée sont au moment de la souscription, donc en fonction du conseil qu'on apporte, on peut légitimement accepter de payer des frais d'entrée plus ou moins élevés. Ça dépend aussi du conseil qu'on... Donc par exemple, des frais d'entrée plus élevés pour des frais d'arbitrage moins élevés par la suite. Exactement. C'est pas automatique, mais ça peut être une façon de... C'est pas automatique, mais c'est sûr que les frais d'arbitrage, c'est quelque chose d'important, parce que quand on part en moyenne pour 12 ans et qu'on fait des arbitrages qui peuvent être nombreux durant la vie du contrat, c'est important de faire attention à ce point. Marion Dewagener, même question sur les frais. Du coup, quand on émet un produit d'assurance vie, c'est quelque chose qu'on prend en compte, parce qu'on sait derrière que ça peut avoir un impact sur les choix qui vont être faits. Et au-delà de l'impact sur les choix, les frais, ils ont forcément aussi un impact sur la performance. Et c'est voilà, on a mentionné un certain nombre de frais. Il y a d'autres frais aussi qui sont parfois moins transparents ou moins faciles à voir pour le client. Ce sont les frais qui sont liés à la gestion des actifs, donc les frais d'asset management. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des contrats qui ont été lancés, qui sont en clean share. Bien sûr. Ça veut dire qu'en fait, il y a une transparence totale. Exactement. Il n'y a pas de reversement de l'asset manager à l'assureur. Et ça, c'est vrai que c'est des frais qui étaient un petit peu cachés, même si on les révèle. Et donc, c'est plutôt un atout pour les épargnants de se tourner vers ce type de contrat. Merci beaucoup à tous les deux. Une quinzaine de minutes pour parler de l'assurance vie. Beaucoup de réponses et sûrement beaucoup d'autres questions. Donc, vous pourrez les poser à Marion Dewagener, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Merci beaucoup. Merci. Et vous pourrez les poser également à Malcolm Vincent, directeur général d'Astoria Finance. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine.